Je n'arrive pas à croire qu'elle me veuille maintenant. Elle voulait juste envoyer une photo rigolote à sa meilleure amie. Pyjama court, cheveux relevés, vendredi soir. Rien d'extraordinaire. Sauf que le nom sur l'écran n'était pas celui de son ami. C'était le sien. Alex Mancini, son patron, l'héritier d'une des familles les plus dangereuses de Boston. Elle s'attendait à une réponse embarrassée. Peut-être au silence. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était qu'on frappe à sa porte. Il était là, juste devant elle. Costume sombre, mains dans les poches, ce sourire qui n'annonçait jamais rien de bon. « Vous m'avez appelé », dit-il en entrant sans prévenir. « Alors, je suis venu. » Non. J'aurais dû le renvoyer. J'aurais dû fermer la porte à clé. J'aurais dû supprimer le message et faire comme si de rien n'était. Mais certaines choses, une fois ouvertes, ne se referment pas. Et Alex Mancini n'était pas du genre à se laisser ignorer 2 fois. « Salut, je suis Désir criminel. » Un grand merci à celles et ceux qui lisent le premier tome gratuitement ici, sur la plateforme MyStories. Sans publicité et sans interruption. Musique, chapitre 1. Le mauvais message. Le vendredi avait un parfum bien particulier de liberté à bon marché. L'air chaud qui s'échappait par la porte du métro de Dorchester à 18h47 se mêlait à l'odeur d'huile de friture du restaurant vietnamien du coin. Je suis descendu à la station, les épaules crispées, mon sac pesant comme des pierres au lieu d'un ordinateur portable et de 3 rapports financiers que j'avais relus tant de fois que les chiffres dansaient déjà derrière mes paupières à chaque clignement. L'appartement était au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, ce qui signifiait que chaque vendredi, je montais ces escaliers avec la conviction dramatique que ce serait la dernière fois. Ce ne fut jamais le cas. Elle s'éclaircit la gorge. Je tournai la clé, poussai la porte d'un coup de hanche et déposai tout par terre devant l'entrée sans cérémonie, car il n'y avait personne à impressionner et j'avais renoncé à faire semblant d'être organisé depuis au moins 2 ans. Je suis sorti de la douche, j'ai relevé mes cheveux et j'ai enfilé le pyjama que Saria m'avait offert pour mon dernier anniversaire. Une robe courte en satin bordeaux avec une carte où il était écrit « Pour la femme qui dort dans un vieux t-shirt depuis 2019 ». C'était absurde. Ça n'avait absolument aucun sens pour quelqu'un qui allait dormir seul devant des rediffusions de télé-réalité. Mais elle était jolie, et chaque fois que je la mettais, j'avais l'impression de m'offrir un cadeau que je n'aurais jamais osé m'acheter moi-même. Je me suis jeté sur le canapé et j'ai attrapé mon téléphone avec cette énergie si particulière du vendredi soir. J'ai ouvert l'appareil photo, incliné le téléphone pour que la lumière de la lampe soit parfaite, et j'ai pris une photo. Rien d'extraordinaire, juste moi, les cheveux relevés, assis en pyjama, pieds nus sur le canapé, avec la tête de quelqu'un qui avait survécu à une semaine de plus. Le genre de photo qu'on envoie à sa meilleure amie avec une légende idiote juste pour la faire rire. J'ai tapé le message machinalement, « Je t'attends chez moi ce soir. » Parce que c'était notre blague. Saria disait toujours qu'elle débarquerait chez moi avec du vin et des potins. Et je disais toujours que j'attendais, mais d'aucune de nous deux n'est jamais venue, car on avait l'énergie sociale de 2 vieux chats. J'ai appuyé sur « Renvoyer » du pouce et j'ai laissé tomber mon téléphone sur ma poitrine, en fermant les yeux. 3 minutes plus tard, le téléphone a sonné. Saria, espèce de garce. J'ai vu le pyjama, a-t-elle dit en riant déjà. Tu es magnifique. J'ai un don incroyable pour les cadeaux. Note ça. Tu as appelé juste pour te complimenter. Ai-je demandé en souriant, les yeux toujours fermés. J'ai appelé parce que je n'ai rien à faire et que tu es la seule amie qui répond au premier coup, ce qui en dit long sur nous deux. Mais attends, envoie-moi la photo. Je veux la voir en entier. Tu me l'as envoyée par message. Mon sourire s'est figé. J'ai ouvert les yeux lentement, avec ce calme forcé qui apparaît quand le cerveau n'a pas encore assimilé la catastrophe, mais que le corps, lui, la sait déjà. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'application de messagerie, et le sol de mon appartement a disparu. La photo n'était pas dans ma conversation avec Sarah. C'était pendant ma conversation avec Alex Mancini, mon patron, l'héritier de la famille Mancini. Celui qui m'avait envoyé un texto à 16h pour me demander le rapport hebdomadaire consolidé et dont le nom, à cause de ce fichu message, figurait juste au-dessus de celui de Saria dans ma liste de conversation. Nina, M.A. appelé Saria. Tu es morte. Saria, ai-je répondu, et ma voix a pris ce ton qui précède les catastrophes naturelles. J'ai envoyé la photo à la mauvaise personne. Un silence. Puis à qui? Alex Mancini. Ce qui a suivi, c'est le rire le plus fort, le plus aigu et le plus désespéré que j'ai jamais entendu. Saria riait de tout son corps. Je l'entendais frapper quelque chose, probablement la table, probablement avec son visage. Saria, pour l'amour du ciel, j'ai envoyé une photo en pyjama court à mon patron avec la légende « Je t'attends chez moi ce soir ». Elle n'a pas semblé réaliser la gravité de la situation, car elle continuait de rire.
Ce n'est pas drôle. Je vais me faire virer. Je vais me faire virer d'un boulot dont j'ai besoin pour payer un loyer que je ne peux déjà pas me permettre. Ma pauvre. Alta-t-elle, essayant de reprendre son souffle entre deux rires. Tu as envoyé une invitation avec une photo à l'héritier d'une famille mafieuse. Ce n'est pas un licenciement. C'est un scénario de film. Je vais le supprimer. Il l'a déjà vu. Il y a marqué « lu ». Je regardais l'écran. 2 coches bleues. Il l'avait vu. Alex Mancini, l'homme que j'évitais de regarder au bureau parce qu'à chaque fois, je perdais le fil de toute pensée rationnelle, avait ouvert cette conversation, vu une photo de moi en pyjama court sur le canapé, et lu un message qui disait, sans aucun contexte et sans aucune possibilité de salut, que je l'attendais. J'ai essayé de taper une explication, je l'ai supprimée, j'ai réessayé, je l'ai supprimée à nouveau. Désolé, c'était pour quelqu'un d'autre et il penserait que j'envoyais des photos à un autre homme. Mauvaise personne, trop froid. Il n'y avait pas d'issue digne. Non, respire, dit Saria, qui avait enfin réussi à se calmer et à formuler des phrases. Au pire, il l'ignorera et vous ferez comme si de rien n'était. Au mieux, il se présentera à ta porte. Ce n'est pas le meilleur des cas, Saria. C'est un cauchemar. Pour qui? Je lui ai raccroché au nez, non pas par colère, car elle avait raison, et je ne pouvais pas l'entendre. Je suis resté assise sur le canapé pendant une dizaine de minutes, fixant le plafond, essayant de convaincre mon système nerveux que ce n'était pas la fin de ma vie professionnelle. Peut-être qu'il rirait. Peut-être qu'il l'ignorerait. Alex Mancini était un homme très occupé. Un homme qui dirigeait une chaîne de restaurants dont tout Boston savait qu'elle était bien plus qu'une simple chaîne de restaurants. Et il n'allait pas perdre son temps avec une comptable incapable même d'envoyer un message à la bonne personne. Soudain, on a frappé à la porte. Ce n'était pas un coup timide. C'était ferme, espacé avec le rythme de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'attendre. Je me suis figé sur le canapé. J'ai regardé la porte comme si elle pouvait me dire qui était de l'autre côté, même si je le savais déjà. Mon corps le savait avant même que ma tête ne l'accepte, car mon cœur s'est emballé à une vitesse qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec le genre d'ennui que je ne semblais pas pouvoir éviter. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. Alex Mancini se tenait dans le couloir de mon immeuble sans ascenseur à Dorchester, appuyé contre l'encadrement de la porte comme s'il était chez lui, costume sombre, mains dans les poches, cheveux légèrement ébouriffés d'une manière qui semblait délibérée. Et ce sourire, ce demi-sourire qui n'annonçait jamais rien de bon. Et qui, pour une raison que je refusais d'analyser, me serrait les côtes. « Vous m'avez appelé », dit-il d'une voix basse et d'un calme improbable. Alors je suis venu. « Je ne vous ai pas appelé », ai-je répondu. Et ma voix est sortie plus aiguë que je ne l'aurais voulu. C'était une erreur. Le message était pour Saria, mon amie. Elle m'a donné le pyjama, et je comptais lui envoyer la photo, et ton nom était juste au-dessus du sien. J'ai appuyé sur le mauvais bouton et j'ai bafouillé. Moi, Nina Surel, qui passait 8 heures par jour à organiser les numéros d'une association dont je savais pertinemment qu'elle n'était pas ce qu'elle prétendait être, j'étais incapable de finir une phrase devant cet homme. J'ai senti mon visage s'empourprer, comme si on m'avait braqué un radiateur électrique dessus. Alex n'a rien dit pendant que je cherchais mes mots. Il m'a juste regardé, puis son regard s'est baissé un instant. Rapidement, sur le pyjama en satin qui, soudain, me paraissait plus court qu'il ne l'était. Quand ses yeux sont revenus sur les miens, il y avait quelque chose dans son regard qui m'a fait oublier ma phrase en plein milieu. Il a fait un pas à l'intérieur. J'ai reculé. Il en a fait un autre. J'en ai fait un autre. Et avant même que je m'en rende compte, il était dans mon appartement et la porte s'est refermée derrière lui avec un clic discret qui résonnait étrangement dans le silence. Alex, j'ai commencé à lever la main comme pour créer une barrière physique entre nous. Il a attrapé mon poignet, non pas avec force, mais avec précision, comme quelqu'un qui sait exactement quelle pression appliquer pour vous immobiliser sans douleur. Il m'a attiré lentement, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que mon dos soit contre le mur et que son corps soit si près que je sente la chaleur qui émanait de son costume. Sa main a glissé de mon poignet à mon visage. Son pouce a effleuré le coin de mes lèvres, et j'ai senti un courant me parcourir l'échine, de la nuque jusqu'au rein. Je devrais te renvoyer, ai murmure. Mais ma voix était dénuée de toute conviction. Tu devrais, a-t-il acquiescé. Et sa bouche était si près de la mienne que je sentais la chaleur de chaque mot. Mais tu ne le feras pas. Et il m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser d'essai. Ce n'était pas prudent. Ce n'était pas poli. Ce n'était rien de ce que j'aurais pu imaginer de la part d'un homme comme lui. C'était direct, profond, et chargé d'une intention qui m'a coupé le souffle. Sa main agrippait ma nuque, son pouce caressant ma mâchoire, tandis que son autre main glissait jusqu'à ma taille, me plaquant contre lui avec une fermeté qui se lisait sans un mot. Il savait exactement ce qu'il faisait et y avait réfléchi plus souvent que je ne l'aurais cru.
Mon corps a répondu avant même que ma raison ne le fasse. Mes mains ont agrippé le devant de sa veste et je l'ai embrassé avec une urgence qui m'a effrayé, car ce n'est pas dans ma nature. Je n'embrasse pas mon patron plaqué contre le mur de mon appartement un vendredi soir. Je ne perds pas le contrôle comme ça. Mais à cet instant précis, avec le goût de son baiser sur mes lèvres et la pression de son corps contre le mien, je ne voyais aucune raison de m'arrêter avant de le faire. Je l'ai repoussé à deux mains. Il a reculé, mais pas beaucoup. Juste assez pour me regarder, respirant fort et arborant ce sourire intact, comme si j'avais fait exactement ce qu'il attendait. « Sors !» ai-je dit. Et cette fois, ma voix est sortie stable. « Écoute, Nena, tu es mon patron, Alex. » Mon patron. C'est un abus de pouvoir. C'est un manque de limite. C'est tout ce que je ne peux accepter. Je ne suis pas du genre à accourir au moindre claquement de doigts. J'ai envoyé un mauvais message, une erreur, et tu te pointes comme si c'était une invitation. Il écouta chaque mot. Appuyé contre la porte, les mains dans les poches, il affichait ce sourire qui ressemblait moins à une provocation qu'à quelque chose d'indéfinissable. « Tu m'as appelé », répéta-t-il d'un calme qui me donnait envie de lui jeter quelque chose. Je suis venu, et ce baiser ne mentait pas, il ouvrit la porte, sortit et la referma derrière lui sans attendre de réponse. Je restai là, adossé au mur où il m'avait plaqué quelques secondes auparavant. Mon cœur battait si fort que j'entendais mon pouls dans mes oreilles. Je glissai jusqu'au sol, le dos frottant contre le mur, et restai assise, les genoux fléchis et les mains tremblantes. Mon téléphone vibra. Saria, est-ce qu'il est venu? Je ne répondis pas. J'appuyai ma tête contre le mur et fermai les yeux, essayant de démêler le chaos qui régnait en moi. Mes lèvres picotaient encore. Son eau de Cologne flottait toujours dans l'air. Une odeur boisée, chère, qui n'avait rien à faire dans cet appartement, et dont je savais qu'elle resterait gravée dans ma mémoire bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. J'aurais dû être en colère, et je l'étais. Mais sous la colère, sous l'indignation, sous tout ce que je me répétais sans cesse jusqu'à y croire, il y avait une vérité que je ne pouvais ignorer. Quand il m'a embrassé, je ne voulais pas qu'il s'arrête. Et quand il a dit que le baiser n'avait pas menti, la partie la plus gênante de moi savait qu'il avait raison. Lundi, j'entrerai au bureau, je m'assierai à mon bureau, j'ouvrirai les tableurs et je ferai comme si de rien n'était. Je prierai pour qu'il fasse de même. Que Alex Mancini, avec tous ses affaires, ses problèmes et ses responsabilités, fasse simplement comme si de rien n'était. J'ai décidé qu'un comptable en pyjama de satin ne valait pas la peine. Mais quelque chose dans son regard avant de partir, ce calme de quelqu'un qui n'est pas pressé parce qu'il sait déjà comment l'histoire se termine, me disait qu'Alex Mancini n'était pas du genre à faire semblant. Chapitre 2, le siège. Lundi est arrivé avec la délicatesse d'un train de marchandises. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fixé le plafond pendant 20 minutes, puis j'ai pris une douche si chaude que ma peau est devenue rouge, comme si la température de l'eau pouvait brûler le souvenir du baiser de vendredi en même temps que les cellules mortes. Ça n'a pas marché. J'ai enfilé la tenue la plus sérieuse que je possédais. Pantalon noir, chemisier boutonné jusqu'au cou, cheveux tirés en arrière, et je suis sorti de la maison avec l'allure de quelqu'un se rendant à un tribunal plutôt qu'à un bureau. Lord était assis à Back Bay, dans une rue bordée d'arbres qui sentait le vieux luxe. De l'extérieur, un restaurant italien haut de gamme, façade en pierre sombre, lettres dorées sur la porte. À l'intérieur, musique au fond, après avoir dépassé la cuisine et monté un escalier discret, j'ai trouvé le bureau administratif. 2 pièces, une pour moi et une autre, plus grande, au bout du couloir, pour lui. Je suis entré par la porte de derrière, j'ai salué Marco, le chef qui arrivait toujours avant tout le monde et qui était déjà en train de vérifier les fournisseurs du jour. Je suis monté à l'étage et j'ai poussé la porte du bureau avec mon épaule, tout en gardant en équilibre mon sac et un café acheté en chemin. La pièce était vide. Sa chaise, visible à travers la porte entr'ouverte au bout du couloir, était vide elle aussi. Je me suis assise, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai expiré un souffle que je ne savais même pas retenir. 10 minutes. 10 minutes de tranquillité. 10 minutes pendant lesquelles j'ai ouvert le tableau Excel du mois, vérifié les entrées en attente et presque réussi à me convaincre qu'il avait peut-être décidé d'oublier que le baiser de vendredi n'était qu'une impulsion, une réaction à une photo inattendue, et qu'Alex Mancini avait des choses plus importantes à faire que de courir après une comptable incapable de se servir correctement de son téléphone. Puis il est entré. Le bruit s'est pas résonnaire en premier, ferme et régulier, avec cette cadence que je reconnaissais déjà sans même avoir besoin de tourner la tête. Il franchit la porte du bureau sans frapper, comme toujours, car Alex Mancini ne frappait jamais aux portes qui lui appartenaient déjà. Costume gris impeccablement taillé, chemise blanche en dessous, sans cravate, un café à la main droite, et ce sourire calme et maîtrisé qui pouvait signifier tout, d'un simple bonjour à un « je sais exactement ce que vous essayez de faire et ça ne marchera pas ». « Bonjour, Na », dit-il comme si c'était un lundi comme les autres,
comme si le vendredi n'avait jamais existé. « Bonjour », répondis-je sans quitter l'écran des yeux. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, porta le café à ses lèvres et but tranquillement. Je sentais son regard sur ma nuque, une présence physique, une chaleur pesante qui se posa entre mes épaules et me parcourut l'échine. « Il me faut le rapport consolidé des 3 restaurants pour mercredi, dit-il. Les marges de Nero ont baissé de 2 points au dernier trimestre. Je veux savoir s'il s'agit de frais d'exploitation ou de perte de revenus, de manière professionnelle et directe, sans la moindre trace de l'homme qui m'a plaqué contre un mur et embrassé, jusqu'à ce que je perde la raison. Mercredi, je répétais la même chose en le notant. Il me faut les relevés actualisés des comptes d'exploitation. Ceux du mois dernier étaient incomplets. Je vais en parler à Renan. Il gère la logistique financière des 3 établissements. Renan Voss. Ce nom m'était familier. Je le croisais souvent dans les couloirs de l'or. Un homme d'une trentaine d'années, au sourire facile et à l'attitude de quelqu'un qui tenait à être aimable avec tout le monde. Le directeur des opérations des Mancini, responsable de toute la logistique des restaurants. Il m'appelait toujours par mon nom, ce que j'avais trouvé poli la première semaine, et légèrement calculé à partir de la deuxième. Alex s'écarta du cadre de la porte et partit sans rien ajouter. Aucune provocation, aucun sous-entendu, aucune allusion à un pyjama ou à un message erroné. Et j'aurais dû être soulagé. J'aurais dû penser, bien, il a compris. Passons à autre chose comme des adultes. Mais ce que je ressentais, c'était de l'irritation, une irritation irrationnelle, brûlante et totalement injustifiée envers lui, car il agissait avec la maturité même que j'attendais de lui. Une partie de moi, la partie stupide, celle qui sentait encore son goût à chaque fois que je passais ma langue sur mes lèvres, voulait qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour que je puisse réagir, riposter, prendre mes distances. Son silence me laissait sans défense. Et c'était pire que n'importe quelle provocation. Tout au long de la matinée, j'ai remarqué qu'Alex n'avait pas oublié. Il n'était pas passé à autre chose. Il avait changé de stratégie. Le premier signe était subtil. Il est passé devant mon bureau 3 fois en 2 heures, toujours avec une raison. Une question à propos d'Il Sanguet, un document à signer, une remarque sur le logiciel de comptabilité que j'utilisais, des raisons légitimes, qui ne justifiaient en aucun cas qu'il s'arrête sur le seuil et s'y attarde plus longtemps que nécessaire, l'épaule contre le bois et les yeux rivés sur moi pendant que je parlais. Le deuxième signe est apparu après le déjeuner. J'avais l'habitude d'aller manger dans un café à 3 rue de l'Or. Je me suis installé à la table du coin, j'ai commandé mon plat habituel et j'ai sorti mon téléphone pour répondre aux 14 messages que Saria m'avait envoyés depuis 7 heures du matin, tous des variantes de « Alors, il a dit quelque chose ». Et s'il fait comme si de rien n'était, je jure que j'irai dans ce restaurant en personne. J'étais en train de taper une réponse quand la chaise en face de moi a bougé. J'ai levé les yeux. Alex s'est assis comme si la chaise lui appartenait déjà, sans demander la permission, sans prévenir, sans la moindre cérémonie. Il a posé un café sur la table, non pas pour lui, mais pour moi, et s'est adossé avec l'aisance de quelqu'un qui occupe n'importe quel espace comme s'il avait été construit autour de lui. Coïncidence, la musique, a-t-il dit. Tu n'habites pas dans le quartier. Tu ne manges pas dans les cafés et tu ne sais probablement pas ce qu'est le rap, ai-je rétorqué en le regardant d'un air interrogateur. Ce n'est pas une coïncidence, a-t-il dit en s'élargissant. Pas vraiment, juste assez pour que je sache que ma réponse était exactement celle qu'il attendait. Le café que vous commandez ici est imbuvable, dit-il en désignant le gobelet en carton que je tenais à la main d'un léger hochement de menton. Demain, je vous en apporterai un vrai. Vous n'êtes pas obligé. Je sais que je n'y suis pas obligé, mais je le ferai quand même. Il resta moins de 10 minutes. Il n'essaya pas de parler de vendredi. Il ne flirta pas ouvertement. Il s'enquit du rapport, fit une remarque sur la baisse du chiffre d'affaires de Nero, qui montrait qu'il comprenait les chiffres, et partit avec la même aisance qu'à son arrivée. Mais une fois parti, je remarquai que le café qu'il avait laissé sur la table était chaud, provenait d'un torréfacteur italien que je ne pourrais jamais m'offrir avec mon salaire, et correspondait parfaitement à mes goûts, et ce n'était pas un hasard. Il savait comment je prenais mon café. Je ne lui avais jamais dit comment je le prenais. Le lendemain matin, en arrivant au bureau à 8h15, une tasse de café m'attendait sur mon bureau. Fraîchement torréfié, il était accompagné d'un petit mot écrit d'une main assurée, sur un post-it collé à côté, sans sucre, avec de la cannelle. Est-ce que je m'améliore? J'ai glissé le post-it dans le tiroir avant que quiconque ne le voie. Je n'ai pas répondu. J'ai bu jusqu'à la dernière goutte. Les textos ont commencé cet après-midi-là. Le premier est arrivé à 15h16, alors que je vérifiais les comptes d'Ilsan. Ce café que tu commandes dans ce café est une insulte. Je l'ai ignoré. Le deuxième est arrivé un quart d'heure plus tard. Si tu me dis que tu préfères le leur à celui que j'ai apporté, je le prendrai comme une trahison personnelle.
Je me suis mordu la lèvre pour ne pas rire. Le troisième à 16h05. Le rapport est à rendre mercredi. Mais le café, c'est pour toujours, ai-je répondu avant même de réfléchir. Tu fais toujours autant de scènes avec le café. Sa réponse a fusé. Seulement quand la personne qui le boit est assez têtue pour préférer un mauvais café par fierté. J'ai fermé mon téléphone, je l'ai rouvert, je l'ai refermé, je l'ai repoussé dans un coin du bureau et je suis retourné à mes calculs. Mais ils n'avaient plus aucun sens, car je souriais. Et le pire, c'est que ce sourire était apparu sans prévenir. Jeudi, Saria est arrivée au café à l'improviste, m'a coincé avec un jus vert et une liste de preuves qu'elle énumérait sur ses doigts. Le café importé, l'affiche dans le tiroir, le bouton de chemisier jusqu'au col. Sa conclusion, ce n'est pas du harcèlement, c'est le destin, avec une licence commerciale. J'ai essayé de lui expliquer que la coïncidence n'était pas le destin, mais je n'ai rien réussi à faire, si ce n'est corriger le jour de la semaine où le café avait commencé à apparaître, car apparemment, ma seule défense consistait à rectifier des détails insignifiants. Elle a souri avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de gagner un procès. Cet après-midi-là, quelque chose a changé au bureau de Lahore, mais pas entre Alex et moi. Le changement venait d'ailleurs. Alex était en réunion dans l'arrière-salle avec Tav Giancarlo et deux hommes que je n'avais jamais vus. Tav Ottavio Salari, le bras droit d'Alex depuis l'adolescence, était facile à repérer. Grand, silencieux, avec une présence qui imposait le passage sans qu'il ait besoin de le demander. John Carlo Farao, le conseiller de la famille, était son exact opposé. Cheveux gris fins peignés en arrière, lunettes à monture fine, et l'allure d'un avocat qui en savait plus que n'importe quel prêtre. J'ignorais de quoi il discutait, mais la porte était fermée, et les visages que j'avais vus entrer n'étaient pas ceux de personnes sur le point de parler de menu. J'étais dans mon bureau quand j'aperçus, à travers la porte entr'ouverte, Tav qui observait Alex de l'autre côté de la table. Alex tenait son téléphone, et c'était la troisième fois en 10 minutes qu'il regardait l'écran. Tav inclina la tête, croisa les bras et dit de cette voix sèche dont lui seul avait le secret, à la fois neutre et tranchante comme un rasoir. Si ton téléphone explose à force de le fixer, c'est de ta faute. Alex glissa son téléphone dans la poche de sa veste sans un mot. Tav ne dit rien de plus, mais je vis, l'espace d'un instant, le coin de ses lèvres se soulever, un sourire minuscule, presque imperceptible, de ceux qui apparaissent lorsqu'on est surpris. Et le regard qu'il lança à Alex avant de se reconcentrer sur la réunion portait une émotion inattendue, la reconnaissance. Comme s'il observait pour la première fois depuis des années son patron perdre son sang-froid, et que cela lui paraissait plus intéressant que n'importe quelle proposition. La réunion prit fin, les hommes partirent. Alex vint à mon bureau, s'arrêta à l'encadrement de la porte, cet encadrement que je commençais à associer à sa présence, et resta là un moment avant de dire « Dîner vendredi chez Nero. Toute l'équipe administrative, toi aussi. C'est une invitation ou une convocation. Demandai-je sans quitter l'ordinateur des yeux. Ça dépend. Qu'est-ce qui te motive à venir? Je ne répondis pas. Israel partit. Et je me retrouvai avec la certitude que ma stratégie, qui consistait à faire comme si de rien n'était, était un échec retentissant, car mon cœur s'emballait à nouveau, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, l'esprit encore plein de pensées à son sujet et furieuse. J'ai jeté mon sac sur le canapé, ouvert mon ordinateur portable par habitude, et fait ce que je faisais toujours quand j'avais besoin de me changer les idées. Je me suis plongé dans le travail. J'ai ouvert les tableurs d'Ilang, j'ai commencé à vérifier les entrées des 3 derniers mois pour prendre de l'avance sur le rapport d'Alex, et j'ai laissé les chiffres combler le vide qu'il s'obstinait à envahir. C'est là que je l'ai vu. Au début, ça n'avait l'air de rien. Un chiffre dans le relevé de mars qui ne correspondait pas à ce que j'avais dans le système. Une petite différence. Le genre de chose qui aurait pu être une erreur de saisie ou un problème d'arrondi, mais j'étais doué pour ça. C'était pour ça qu'on me payait. Et quand quelque chose clochait, mon instinct n'était pas de l'ignorer. C'était de tirer sur la piste, et c'est ce que j'ai fait. Musique. L'écart de mars s'est répété en février et en janvier. Pas les mêmes montants, mais le même schéma. De petits virements sortaient du compte d'exploitation d'Ilsange vers un compte inconnu. Des montants suffisamment faibles pour ne pas déclencher d'alertes automatiques, mais suffisamment fréquents pour que, cumulés, ils forment une somme loin d'être négligeable. J'ai ouvert les relevés de Nero. Même schéma, des virements discrets, à intervalles irréguliers, des montants ne correspondant à aucun fournisseur du système. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran avec ce calme imperturbable que l'on ressent lorsque l'adrénaline est si forte que le corps se fige au lieu de réagir. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un arrondi. Quelqu'un détournait de l'argent au sein même de l'opération Mancini. Quelqu'un ayant accès au compte d'exploitation.
Quelqu'un qui connaissait suffisamment bien le système pour dissimuler toute trace à quiconque n'y prêtait pas attention. J'ai fermé le fichier, éteint l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Musique. Mais je suis resté éveillé plus d'une heure, fixant le plafond de ma chambre plongé dans l'obscurité, avec l'impression d'avoir vu quelque chose que personne ne voulait que je voie, et que désormais, faire comme si de rien n'était allait être bien plus difficile. Chapitre 3. Tir croisé. Musique. J'ai passé tout le week-end à essayer de ne pas ouvrir l'ordinateur. J'ai tenu jusqu'à samedi 14 heures, ce qui, vu mon manque de maîtrise de soi au travail, était déjà un record. Assise à la table de la cuisine, un café froid à la main et les feuilles de calcul ouvertes, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, analyser les chiffres. Je ne voulais pas être la nouvelle comptable qui débarque avec des théories du complot après 2 mois. Mais les chiffres ne mentent pas, et ce que quelqu'un avait fait là-dedans devenait de plus en plus évident à chaque relevé que j'ouvrais. Le schéma que j'avais déjà décelé chez Il Sangu et Nero prenait maintenant forme. Tous les 11 à 14 jours, un virement de 3 000 à 6 000 $ quittait les comptes d'exploitation pour un compte d'entreprise introuvable dans les registres des fournisseurs. Quelqu'un avait créé un détournement de fonds invisible, comptant sur le fait que personne n'y prêterait attention. Mais j'ai cherché, et maintenant, je ne pouvais plus m'arrêter. Dimanche soir, j'ai fermé mon ordinateur portable, laissant derrière moi une liste de dates, de montants et de questions sans réponse. J'ai tout sauvegardé dans un dossier chiffré et j'ai essayé de dormir. Mais le sommeil était hanté par des chiffres qui dansaient derrière mes paupières, comme s'ils se moquaient de moi. Lundi, je suis arrivé chez Laure plus tôt que d'habitude. Le bureau était encore vide. La lumière du couloir vacillait au rythme paresseux d'un néon que personne n'avait pris la peine de remplacer. Je me suis assis, j'ai ouvert les fichiers système et j'ai commencé à recouper les données extraites pendant le week-end avec les registres internes. Musique. Je devais confirmer une chose, qui avait un accès direct au compte d'exploitation d'Ilsange et de Nero. La liste était courte. John Carlo y avait un accès général en tant que conseiller. En tant que comptable, je n'avais qu'un accès en lecture seule, tandis que Ronan Voss, le capitaine des opérations, disposait d'un accès complet. C'était lui qui autorisait les paiements aux fournisseurs, approuvait les transferts logistiques et gérait la trésorerie au quotidien. Le nom de Ronan me trottait sans cesse dans la tête tandis que je fermais les fichiers, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives sans plus d'éléments. Accuser quelqu'un au sein de cette organisation n'était pas comparable à signaler une fraude dans une entreprise classique. Là-bas, les accusations avaient des conséquences bien plus graves que de simples licenciements et poursuites judiciaires. J'ai entendu des pas dans le couloir, par réflexe, j'ai fermé le tableur. En revenant au rapport qu'Alex m'avait demandé, les pas se sont arrêtés. J'ai levé les yeux. Alex était dans le couloir, à moins de 2 mètres de moi, une tasse de café à la main, sa cravate dénouée comme s'il avait commencé sa journée des heures auparavant. La faible lumière du couloir éclairait son visage d'une manière qui accentuait ses traits anguleux. La mâchoire carrée, les cernes sous ses yeux, le pli entre ses sourcils qui apparaissait lorsqu'il réfléchissait à quelque chose qu'il n'avait aucune intention de partager avec qui que ce soit. « Tu es en avance », dit-il en s'appuyant contre le mur du couloir. « J'ai un rapport à rendre mercredi, tu te souviens », répondis-je en essayant de garder un ton léger. « Certains d'entre nous doivent travailler pour gagner leur vie. » Un coin de sa bouche se releva. Il fit un pas vers moi. Et ce pas changea tout, car soudain, la conversation ne portait plus sur les horaires ni sur les rapports. Elle portait sur la distance qui nous séparait, se réduisant à chaque seconde sans que je fasse le moindre geste pour l'accroître. Le rapport aurait pu attendre 9 heures, dit-il, et sa voix baissa d'un ton, prenant cette profondeur qui me fit perdre le fil de mes pensées. Mais tu es là à 7h30 dans un couloir désert. Coincidence. J'utilisais le même mot que lui au café. Et d'ailleurs, ses yeux s'illuminèrent. Il l'avait remarqué. Alex se rapprocha. Son parfum me parvint en premier. Woody, avec cette note de cuir que j'associais déjà au danger d'être trop près. Sa main bougea et, pendant une seconde, je fus certaine qu'il allait me toucher la taille. Ses doigts frôlèrent le tissu de mon chemisier, si près que je sentis la chaleur avant même le contact. Mais le contact ne vint jamais. Sa main prit le rapport posé sur le bureau à côté de moi, et il recula avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de faire autre chose. « Merci », dit-il en tenant un bout de papier dont il n'avait même pas besoin. Je savais qu'il savait et il savait que je savais. Et pourtant, aucun de nous n'a dit un mot, car nommer les choses signifiait ne plus pouvoir faire comme si elles n'existaient pas. Je quittai le couloir, le cœur battant la chamade, en colère contre moi-même d'avoir tremblé pour un contact qui n'eut jamais lieu. C'est ce que faisait Alex Mancini. Il n'avait pas besoin de contact pour vous déstabiliser. La promesse sufficit. La possibilité, l'espace entre l'intention et l'action, chargé d'une électricité qui collait à la peau comme de l'électricité statique. À midi, Saria arriva à Elle improvisatrice.
Elle entra dans son café habituel, s'assit en face de moi et posa un sac en papier sur la table avec 2 sandwichs et une bouteille de thé glacé, comme si elle s'installait pour la nuit. J'ai apporté à manger parce que la dernière fois, tu as passé tout le repas à te tortiller la serviette au lieu de manger, ce qui veut dire que la situation a empiré, dit-elle en me tendant un des sandwichs. La situation n'a pas empiré. Non, tu as des cernes, un bouton de chemisier ouvert jusqu'au cou et les mains qui gigotent. C'est le trio infernal du chaos émotionnel. J'ai déjà vu ce tableau clinique, et le diagnostic est toujours le même. Je croquais dans le sandwich pour ne pas avoir à répondre, mais Saria n'avait pas besoin de réponse. Elle était parfaitement capable de tenir une conversation toute seule. « Il m'envoie toujours du café ?» demanda-t-elle. « Tous les jours et des textos de temps en temps. Et tu réponds ?» J'hésitai un instant. Saria pointa mon visage du doigt. Ce silence en disait long. « Tu réponds. » La femme qui jurait de l'ignorer répond au texto du chef mafieux à 15 heures. Il va me falloir un autre thé pour digérer tout ça. J'ai failli rire, mais je n'en ai pas eu le temps, car ce qui s'est passé ensuite a effacé toute la légèreté que la conversation de Saria avait apportée. Je suis retourné alors, après le déjeuner, et j'ai monté les escaliers vers le bureau. Le couloir du 2e étage faisait un virage avant d'arriver à ma chambre. Et c'est à ce virage, elle s'éclaircit la gorge, que je me suis arrêté, car j'ai entendu une voix familière, mais dans une langue inattendue. Renan Voss était au bout du couloir, près de la fenêtre donnant sur la ruelle adjacente au restaurant. Le téléphone collé à l'oreille. Il parlait français. Sa posture était différente de celle que je voyais d'habitude. Épaules tendues, tête baissée, sa main libre agrippée au rebord de la fenêtre si fort que ses jointures étaient blanches. Je ne parlais pas couramment français, mais j'avais suivi 2 semestres à l'université et j'en comprenais suffisamment pour saisir quelques bribes. J'entendais Durand d'une clarté cristalline. J'ai entendu Lémon annoncer les quantités, puis, avant qu'il ne baisse encore la voix et que je ne perde le reste, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à l'approchant Léon, la prochaine livraison. Renat à raccroche. Je me suis éloigné du virage dans le couloir et me suis glissé dans mon bureau avant qu'il ne me voie, assis sur ma chaise avec l'aisance forcée de quelqu'un qui y était depuis toujours. Il est repassé devant la porte quelques secondes plus tard, m'a vu et m'a souri de la même manière cordiale qu'à l'ordinaire. « Bonjour, Nena. Journée chargée. » Comme d'habitude, ai-je répondu avec un sourire que je m'efforçais de maintenir. Il est reparti. J'ai attendu que le bruit de ses pas s'éloigne dans l'escalier avant de souffler. Durand Renan parlait à quelqu'un lié au Durand, la famille rivale qui contrôlait le port de Boston et que les Mancini considéraient comme une menace directe, et il parlait de quantité et de livraison au téléphone, au beau milieu du bureau des Mancini, comme si ce couloir était un endroit sûr pour ce genre de conversation. J'avais désormais 2 éléments d'information, les transferts consignés dans les livres et l'appel de Renan. Tous 2 convergeaient dans la même direction avec une clarté qui me donnait la nausée. L'après-midi passa comme si j'étais sous l'eau. Les chiffres à l'écran étaient incompréhensibles. Les mots des rapports semblaient brouillés, et chaque fois que quelqu'un passait dans le couloir, j'avais l'estomac noué. Je quittais le bureau à 18 heures, la tête lourde et l'impression de porter un fardeau bien trop lourd pour moi. Le parking derrière l'or était mal éclairé après 17 heures, et d'habitude je le traversais rapidement. Mais ce soir-là, je n'étais pas seul. Alex était appuyé contre le capot d'une berline noire qui n'était pas la mienne. Bras croisés, veste ôtée. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, et sa cravate avait disparu dans l'après-midi. Il ne souriait pas. Son visage ne trahissait aucune provocation. Pas de charme calculé, pas de cette ironie que je connaissais déjà si bien. Il était sérieux d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Et cet Alex-là était plus intimidant que tous les précédents. « Nina », dit-il, et le ton de sa voix me figea sur place, au milieu du parking. « Qu'y a-t-il ? Les Durand préparent quelque chose. La situation va se tendre ces prochains jours. Je veux que tu fasses attention. » La phrase était simple, mais le poids qu'elle portait était lourd. Je connaissais la rivalité entre les familles, uniquement grâce aux bribes de conversations chuchotées au bureau et aux visages tendus qui apparaissaient lors de certaines réunions. Personne ne m'avait jamais regardé droit dans les yeux en me disant que je devais être prudente. « Pourquoi ?» demandai-je, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. « Parce que tu travailles pour moi, » dit Alex, sans me quitter des yeux. « Et je prends soin de ce qui m'appartient. » La phrase était possessive, et dans un autre contexte, j'aurais rétorqué sèchement que je n'appartenais à personne. Mais quelque chose dans son ton me retint. Ce n'était pas de l'arrogance. Ce n'était pas du contrôle. C'était de la peur. Une peur réelle, contenue, maîtrisée. Une peur qu'un homme comme Alex Mancini ne laissait transparaître à presque personne. Je restai silencieux un instant, et dans ce silence, je pris une décision qui allait probablement tout changer. Je pouvais partir.
Je pouvais le remercier de son avertissement, monter dans la voiture et continuer à faire comme si les chiffres du tableur ne me concernaient pas. Mais j'en avais assez de faire semblant. J'ai trouvé quelque chose, dis-je d'une voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Dans les comptes, il y a des virements sortant des comptes d'exploitation d'Ilsange et de Nero. De petits montants, régulièrement transférés vers un compte qui n'existe dans aucun registre de fournisseurs. Ça dure depuis au moins 3 mois. Alex ne bougea pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il ne croisa pas les bras. Il ne fit aucun geste qui trahisse ses pensées. Mais je vis le changement dans son regard, comme si une porte s'était refermée derrière lui. Et l'homme qui se tenait là, à présent, était plus froid, plus calculateur, plus dangereux que tout ce que j'avais vu auparavant. Qui a accès à ces comptes? Il demanda avec le calme de quelqu'un qui savait déjà que la réponse allait faire mal. Carlo le crétin, Renan Voss et moi, répondis-je. Carlo le crétin a un accès général. J'ai un accès en lecture seule. Renan a un accès complet. Il autorise les paiements et gère le fonctionnement des 3 restaurants. Alex et tout. Non pas le silence gêné de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, mais le silence pesant de quelqu'un qui tente de reconstituer le puzzle. Un puzzle dont il aurait préféré qu'il ne s'emboîte pas. Nous savions tous les deux que la liste des suspects était courte, et nous savions tous les deux quel nom y pesait le plus lourd. « Rentre chez toi », dit-il enfin, et sa voix avait retrouvé ce ton autoritaire qui ne laissait aucune place à la négociation. « Fermez la porte à clé. N'ouvrez à personne. Alex, Nena, rentrez chez vous. » Que les informations que je lui avais transmises étaient plus importantes que je ne l'avais imaginé, et qu'à partir de maintenant, il allait gérer la situation comme les hommes de son genre géraient la trahison, d'une manière dont je ne voulais probablement pas être témoin. J'ai conduit jusqu'à Dorchester en pilote automatique, les mains fermes sur le volant, l'esprit ailleurs. Je me suis garé devant l'immeuble, je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à l'entrée. C'est alors que je l'ai vu. Sur le seuil de ma porte, appuyé contre la plainte comme si quelqu'un l'avait déposé là avec soin, se trouvait un bouquet de fleurs, des roses rouges, sombres, presque couleur bordeaux, nouées d'un ruban noir, sans carte, sans enveloppe, sans mots, sans expéditeur. J'ai ramassé le bouquet avec les mains glacées, j'ai compté les roses par instinct. Une de ces stupides habitudes dont j'ignorais l'existence jusqu'à cet instant. 11. Il y avait 11 roses dans un bouquet qui aurait clairement dû en compter 12. Une fleur en moins. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Pas sur le coup, mais quelque chose dans ce nombre erroné, cette absence délibérée, m'a noué l'estomac avec une force qu'aucun tableur, aucun rapport, aucun coup de fil français n'avait réussi à provoquer. Car les erreurs de numéros, je le savais, c'était mon travail. Et ce numéro était faux volontairement. Je suis rentré dans l'appartement, j'ai verrouillé la porte et j'ai posé le bouquet sur la table de la cuisine où il m'a fixé du regard toute la nuit, comme une question à laquelle je ne savais pas répondre. Chapitre 4. La chute. La chute. J'ai appelé Alex à 23 heures. Non pas par envie, mais parce que le bouquet de 11 roses était là, sur ma table de cuisine, me fixant comme un avertissement. Et je n'arrivais pas à dormir, sachant que quelqu'un avait monté 3 étages dans mon appartement sans ascenseur. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il n'a pas dit bonjour. Il a prononcé mon nom comme s'il savait déjà que c'était moi. Comme s'il m'attendait. Les fleurs, ai-je dit, d'une voix plus maîtrisée que je ne l'étais. Quelqu'un a déposé un bouquet devant ma porte. Pas de carte. 11 roses au lieu de 12. Silence. Pas une seconde de silence. Plusieurs. Un silence pesant. Un silence qui pèse sur la poitrine de celui qui attend une réaction à l'autre bout du fil. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à ce qu'il jure, qu'il pose des questions, qu'il dise quelque chose qui me donne des indications. Mais Alex n'a rien fait de tout cela. Il s'est tu d'une manière pire qu'un cri. Car le silence d'un homme qui a toujours réponse à tout signifiait que la situation était suffisamment grave pour que même lui ait besoin d'un instant avant d'agir. « Ne sors pas », a-t-il fini par dire, et sa voix avait perdu toute trace de chaleur. C'était un ordre pur et simple. Sans interprétation. Tav sera là. Dans 20 minutes. Alex, je ne sais pas, il a raccroché. Je me suis assis sur le lit, le téléphone à la main, avec l'impression que le sol de l'appartement s'affaissait lentement, une fleur manquante. J'avais fait des recherches après avoir verrouillé la porte, comme d'habitude quand je ne comprenais pas quelque chose. J'ai cherché jusqu'à comprendre, et ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Dans la vieille tradition des familles italiennes, un bouquet auquel il manque une fleur est un message, pas une menace directe, mais un avertissement. On sait où tu es. On compte. Moins de 20 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Cette fois, le coup était différent de celui d'Alex. Plus court, plus sec, sans rythme. J'ai ouvert et j'ai trouvé Tav dans le couloir,
vêtu d'un manteau sombre sur une chemise noire, avec l'allure de quelqu'un qui n'a pas besoin d'armes visibles pour être intimidant. Derrière lui, dans la rue, une berline noire aux vitres teintées attendait, moteur tournant. Ordre du patron, a dit Tav. Sans un mot, sans une explication. Tu viens avec moi. Où ça? Chez lui. Penthouse. Centre-ville. Je n'ai pas besoin de babysitter. Tav. Il me regarda avec cette patience neutre de quelqu'un qui a entendu cette phrase des centaines de fois et qui sait comment elle se termine. Je ne suis pas une babysitter, dit-il. Je suis celui qui s'assure que tu arrives à destination en vie. La voiture est juste là. Prends ce dont tu as besoin. Mon téléphone sonna avant que je puisse répondre. Alex. Non. Quelqu'un a laissé un message à ta porte. Sa voix était à la fois tranchante et calme, comme une lame enveloppée de soie. Tu peux discuter avec moi dans un appartement sécurisé ou depuis la banquette arrière d'une voiture qui est déjà en route. Choices. Regardai Tav. Je regardais le couloir vide de mon immeuble, la lumière du 3e étage qui vacillait et le silence de la rue qui filtrait par la fenêtre du couloir. Je pris un sac, y fourrai l'ordinateur portable, des vêtements de rechange et mon chargeur de téléphone, et suivis Tav en bas des escaliers sans un mot de plus. Tav conduisit en silence. Boston défila par la fenêtre comme un flou de lumière et d'humidité asphalte. Et en 15 minutes, musique, nous étions devant un immeuble du quartier financier. Façade discrète, sans nom, ascenseur, direct aux pentouzes. Je savais qu'Alex avait de l'argent. Je voyais les chiffres tous les jours. Mais savoir et voir sont deux choses différentes. Des baies vitrées offrant une vue imprenable sur tout Boston. Des tons sombres de bois et de cuir. L'odeur du cèdre et du café. Un éclairage tamisé qui rendait l'espace plus intime que sa taille réelle ne le laissait supposer. Tav m'a laissé à l'entrée et a disparu sans un mot. Je suis resté là, sac à la main, à contempler l'espace qui appartenait à l'homme dont j'étais censé garder mes distances. Alex est apparu dans un couloir au fond du penthouse. Sans costume, chemise aux manches retroussées, pieds nus, cheveux en bataille. Il paraissait plus jeune ainsi, plus humain. Et cela m'a désarmé plus que n'importe quelle provocation. « Tu as mangé ?» a-t-il demandé. La question était si banale, si familière, qu'il m'a fallu un instant pour réaliser que c'était lui qui la posait. « Non », a-t-il répondu en désignant la cuisine d'un signe de tête. Sur le comptoir en marbre sombre, des assiettes couvertes, des verres, une bouteille de vin déjà ouverte et des serviettes en tissu. Un dîner complet préparé avant mon arrivée. Autrement dit, lorsqu'il avait appelé pour me dire que Tav était en route, il savait déjà que je finirais par venir. La maîtrise qu'il exerçait sur les événements était à la fois impressionnante et légèrement troublante. « Tu avais tout préparé avant même que je te dise que je venais », dis-je en m'asseyant sur le tabouret haut du comptoir. « C'était prêt quand j'ai vu ton appel », corrigea-t-il en découvrant une assiette, « mais je savais que tu viendrais. » Confiant. Musique pragmatique. Tu es trop intelligente pour rester dans un appartement sans sécurité. Après avoir été prévenu comme ça, nous avons mangé. Ou plutôt, j'ai mangé parce que j'étais affamé, et c'était incroyablement bon. Il s'est assis en face de moi, un verre de vin à la main, et m'a observé manger avec une attention qui, en d'autres circonstances, m'aurait mise mal à l'aise. Mais là, dans cette cuisine, avec la ville entière qui scintillait de l'autre côté des fenêtres, et l'adrénaline des dernières heures qui me parcourait encore les veines, je n'avais pas de place pour la timidité, seulement pour la faim. Et cette étrange impression que, pour la première fois depuis longtemps, je me trouvais dans un endroit où personne ne laisserait rien devant ma porte sans conséquence. La conversation commença par la sécurité. La surveillance de mon immeuble, les Durand, la tension au port, sur un ton sec, factuel et sans émotion, mais le vin adoucit les choses. Et quelque part entre le deuxième verre et le silence, la conversation glissa ailleurs. Mon père pensait que la confiance était le plus grand atout d'un patron, dit Alex en faisant tourner son verre entre ses doigts avec cette lenteur qui, je le savais déjà, était sa façon de structurer ses pensées avant de les exprimer. Il a fait confiance aux bonnes personnes pendant des années, puis il a fait confiance à la mauvaise une seule fois. Je connaissais l'histoire. Tous ceux qui travaillaient pour les Mancini la connaissaient, du moins la version officielle. Dominique Mancini, le patriarche, avait été arrêté 3 ans auparavant à cause d'une fuite d'informations. Le procès avait été rapide, la peine lourde, et Alex, à 27 ans, avait pris la tête d'une organisation qui le regardait avec un mélange d'espoir et de scepticisme. C'était un informateur, poursuivit Alex, et sa voix perdit le ton assuré que je lui connaissais. Elle devint plus grave, comme si les mots lui venaient d'un endroit qu'il fréquentait rarement. Quelqu'un qui s'asseyait à la table de mon père, qui dînait chez nous, qui connaissait le nom de mes cousins. J'aurais dû m'en douter. J'étais dans le coup. J'avais accès aux mêmes informations. Je l'observais chaque semaine.
Et il ne vit rien. Il s'arrêta, prit une gorgée de vin. Quand il reprit la parole, il ne me regarda pas. Il contemplait la ville par la fenêtre, comme s'il était plus facile de distinguer les lumières de Boston que de me parler. J'ai tout pris en charge à 27 ans. Sans préparation, sans transition. La moitié de la famille me trouvait trop jeune. L'autre moitié attendait mon échec pour prendre ma place. Et j'ai fait la seule chose que je savais faire. J'ai tout coupé. Coupé les ponts. Brisé la confiance. Fermé toute porte qui aurait pu permettre à quiconque de s'approcher suffisamment pour recommencer. Le silence s'installa dans la cuisine. Un silence qui ne cherche pas à être comblé, qui appelle le respect. Je le regardai et vis quelque chose que je n'avais jamais vu au bureau, dans les couloirs de Lahore, ni sur le parking. De l'épuisement, pas physique. L'épuisement de porter seul un fardeau qui n'était pas fait pour une seule personne. Tu n'as pas fait d'erreur en me faisant confiance, dis-je musique. Et les mots me vinrent avant même que je les prononce. Celui-là même. C'est celui qui t'a trahi. Alex tourna la tête vers moi. Son regard était celui de quelqu'un qui venait d'entendre quelque chose d'inattendu. Non pas que la phrase fût compliquée, mais parce qu'elle était trop simple, trop directe, le genre de choses que personne ne lui disait, car son entourage était trop occupé à calculer l'impact politique de chaque mot pour dire la vérité. Il ne répondit pas, mais son regard silencieux, posé sur moi, avec cette profondeur mêlant gratitude et surprise, en disait plus que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. La distance, il s'éclaircit la gorge. Entre nous se réduisit sans que l'un de nous ne bouge. Ou peut-être me suis-je penché sans m'en rendre compte. Ou peut-être lui. Ce dont je suis sûr, c'est qu'un instant nous étions assis de part et d'autre du comptoir, et l'instant d'après, sa main était sur mon visage, son pouce traçant lentement une ligne de ma pommette au coin de ma bouche avec la délicatesse de quelqu'un qui touche quelque chose qu'il craint de briser. Le baiser qui suivit fut différent de tous ceux que j'avais connus, différent du premier, qui avait été une explosion. Et d'impulsion. Cette fois, c'était lent, délibéré. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec un calme qui me fit comprendre que, cette fois, il n'y avait ni excuse, ni faux pas, ni coïncidence. Rien entre nous ne pouvait le justifier, si ce n'est la pure vérité. Nous le désirions tous les deux. C'était un choix, le sien et le mien. Sa main glissa jusqu'à ma nuque et je sentis ses doigts se refermer sur mes cheveux avec une fermeté qui contrastait avec la douceur de sa bouche. Mon corps se pencha vers lui, comme attiré par sa propre gravité, et je posai ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre fort sous le tissu de sa chemise. Trop fort pour un homme qui prétendait tout maîtriser. Le téléphone sonna. Alex Esserita. Son front se posa contre le mien un instant. Sa respiration lourde se mêla à la mienne et je sentis sa frustration dans la tension du doigt qui tenait encore ma nuque. Il se recula, sortit son téléphone de sa poche et regarda l'écran. « Tav », dit-il, plus pour lui-même que pour moi. Je vis le changement se produire en temps réel, comme si quelqu'un avait. Tout a basculé. L'homme qui, une seconde auparavant, me tenait avec précaution a disparu. À sa place se tenait quelqu'un que je reconnaissais. Des couloirs de la Horte, des réunions à huis clos, de ce regard qui faisait baisser la tête aux hommes les plus aguerris. Le chef de la famille Mancini, froid, calculateur, la voix sèche, les yeux vides de toute autre préoccupation que la stratégie. « Quand » demanda-t-il au téléphone. Un silence. « Vous êtes sûr ?» Un autre silence. Longarapila John Carlo. Il raccrocha, me regarda, et ce que je vis dans ses yeux me fit déglutir difficilement, car ce n'était pas de la colère. C'était son absence. Le calme glacial de quelqu'un qui a déjà dépassé la colère et pris une décision. Les virements, dit-il. Ils transitent par le compte d'exploitation de Rennes et Voss. Je ne dis rien. Inutile. La pièce manquante venait de s'emboîter. Les virements, l'appel téléphonique en France, le sourire cordial qui, soudain, prenait tout son sens. Alex reprit le téléphone et appela John Carlo. La conversation fut brève. Il a appelé en italien, et je ne comprenais pas les paroles, mais j'ai saisi le ton. C'était une convocation. Puis il a composé un autre numéro et donné des instructions que j'aurais préféré ne pas entendre, mais j'ai quand même compris qu'il y avait une réunion à Lahore ce soir-là et qu'il fallait s'assurer que Ronan y soit. J'ai tout observé depuis le tabouret de la cuisine. Là, pour la première fois, je voyais Alex Mancini dans son intégralité. Pas le patron sarcastique. Pas l'homme qui s'était présenté à ma porte en costume. L'homme qui, lorsqu'il a découvert une trahison, a simplement commencé à déplacer les pièces avec la précision de quelqu'un qui sait qu'hésiter est plus dangereux qu'agir. J'aurais dû avoir peur, et j'ai eu peur. Une partie de moi criait que ce n'était pas pour moi, que j'étais comptable à Dorchester, pas une pièce sur cet échiquier. Mais la partie qui avait senti son cœur battre la chamade sous sa chemise n'a pas bougé.
Je suis resté. Alex est parti pour l'or avec Tav peu après minuit et je suis resté aux Pentouses avec pour consigne de ne pas sortir et de ne pas ouvrir le. J'étais toujours prête à accueillir n'importe qui, mais donner des instructions n'a jamais été mon fort. 1 heure plus tard, mon téléphone vibra. Tav m'envoyait un message m'annonçant l'arrivée de Renan au restaurant. J'étais déjà en train d'enfiler mon manteau. L'or était fermé à cette heure-là. Les lumières de la salle étaient éteintes, les tables vides, l'odeur de la nourriture remplacée par le silence glacial d'un lieu qui n'était pas censé rester vide. Je suis entré par la porte de derrière, que Tav avait laissée ouverte, et j'ai monté l'escalier jusqu'au 1er étage. J'ai entendu les voix avant même de voir quoi que ce soit. La porte de la salle de réunion était entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, j'apercevais la longue table en bois sombre où l'on discutait habituellement des menus et des fournisseurs. D'un côté, Alex, Tav et Giancarlo étaient assis. De l'autre, seul, le sourire disparu et la sueur perlant à son front, se trouvait Renan Vos. Les virements sont effectués sur les comptes que vous gérez. La voix d'Alex était neutre, presque familière, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps à un compte professionnel qui n'apparaît dans aucun de nos registres depuis au moins 3 mois. Renan de gluttet de facilement. Alex, c'est un malentendu. Je peux expliquer. Les comptes d'exploitation ont des transactions automatiques que Renan. Giancarlo coupa, avec la froideur de quelqu'un qui en avait assez entendu pour reconnaître les mensonges au premier souffle. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Renan changea de tactique. Son sourire disparut, remplacé par une expression plus désespérée. Un mélange d'indignation et de peur qu'il tentait de dissimuler sous des airs de courage. Les Durand vous ont offert ce que vous ne leur avez jamais offert, dit-il en relevant le menton. Un enjeu, une voix. J'ai siégé à cette table pendant 4 ans, et je n'ai jamais été traité autrement que comme un simple coursier. Vous siégeiez à cette table parce que mon père l'autorisait, dit Alex. Et cette fois, sa voix avait perdu toute trace de neutralité. Elle était basse, posée, chargée d'une tension qui me fit serrer les poings. Et vous avez utilisé cette place pour vendre des informations sur ma famille. Renan comprit qu'il n'y avait pas d'issue. Je l'ai vu dans ses yeux à l'instant précis où sa stratégie est passée de la défense à l'attaque. Il se pencha en avant, posa les mains sur la table et joua son dernier atout avec la précision de quelqu'un qui avait déjà répété ce moment. « Votre comptable en sait plus qu'elle ne devrait », dit-il en fixant Alex droit dans les yeux. « Si je tombe, elle tombe avec moi. Et si les Durand découvrent que c'est elle qui a trouvé les virements, elle ne trouvera pas de bouquet la prochaine fois. » Je retins mon souffle. Dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte, je sentis un froid glacial me parcourir. Non pas à cause de ses paroles, mais à cause de ce qu'il sous-entendait. Il était au courant pour les fleurs, où il les avait envoyées. Et il se servait de mon nom comme bouclier. Alex ne cligna pas des yeux, ne haussa pas la voix, ne bougea pas sur sa chaise. Il se contenta de regarder Renan avec ce calme que je comprenais maintenant être le plus dangereux de lui. Le calme qui suivait la décision. Pas avant. La comptable est sous ma protection, dit-il. Et chaque mot résonna comme un décret. Et tu ne seras pas en mesure de faire tomber qui que ce soit. La phrase résonna comme un point final. Renan ouvrit la bouche pour répondre, mais Tav était déjà debout, et sa simple présence suffit à étouffer toute réplique. Giancarlo fit un bref geste de la main, et 2 hommes que je n'avais pas remarqués entrèrent par la porte latérale et se placèrent près de Renan. On l'emmena. Il n'y eut aucune violence, pas là, pas devant moi. Mais la façon dont il partit, les épaules voûtées, le regard de quelqu'un qui connaissait le monde tel qu'il le connaissait, me fit comprendre que la suite ne serait pas aussi civilisée. J'aurais dû rester aux Pentouses. J'aurais dû attendre. Mais j'étais là, dans le couloir, le souffle coupé, les mains glacées. Et quand je me retournai pour partir avant que quiconque ne me voie, je me retrouvai nez à nez avec Alex. Il se tenait à 1 mètre de moi, les mains dans les poches, avec l'air de quelqu'un qui savait que j'étais là depuis le début. « Tu aurais dû rester en haut, » dit-il. « Et toi, arrête de décider où je dors, » répondis-je d'une voix plus assurée que prévu. Mes mains tremblaient encore, et il me regarda. Un sourire esquissé se dessina au coin de ses lèvres. Pas un grand sourire, juste une ombre suffisante pour que je comprenne que malgré tout, malgré le traître, les menaces et le monde qui s'écroulait autour de lui, cette réponse était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Il failit sourire. Presque. Nous rentrâmes en silence aux Pentouses. Tav était au volant, Boston défilant par la fenêtre comme un fleuve de lumière. Aucun de nous ne prononça un mot. Mais à un moment donné, dans l'obscurité de la banquette arrière, sa main trouva la mienne. Elle ne la serra pas. Elle ne tira pas. Elle resta simplement là, chaude, stable, présente. Et je sus, avec la lucidité de quelqu'un qui voit une porte se refermer derrière lui, qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Chapitre 5.
Ce qui restait. Les jours suivants eurent le rythme tranquille de quelqu'un qui ramasse les débris après une tempête. Renan Voss s'est volatilisé, et je n'ai pas cherché à savoir comment, car j'avais appris ces dernières semaines que, dans ce milieu, certaines questions ne se posaient pas à voix haute. Son nom, Musique, a disparu des couloirs de l'or comme s'il n'avait jamais existé, et ceux qui l'accueillaient avec des sourires se comportaient comme si l'espace qu'il occupait s'était vidé de son énergie. Sans l'informateur, l'avantage que les Durand avaient bâti s'est évaporé. Alex n'a pas fêté ça. Je ne l'ai jamais vu fêter quoi que ce soit, en réalité, comme si le moindre soulagement était une invitation à la prochaine menace. Mais la tension dans ses épaules s'est relâchée. Les réunions à huis clos se sont raréfiées. Et pour la première fois depuis que je travaillais là-bas, l'or semblait respirer. Mercredi, Alex a convoqué une réunion avec la famille. John Carlo, Tav, Lucas, le jeune cousin d'Alex, un homme impulsif débordant d'énergie, qui servait de messager et de guetteur, et les capitaines restants. Ils étaient tous assis à la longue table de la salle de réunion, celle-là même où Renan avait été confronté quelques jours auparavant. Alex annonça deux choses. La structure financière serait entièrement reconstruite et Nina Surel resterait chef comptable, avec un accès complet à tous les comptes et une protection totale contre la famille. Carlo, le savant fou, haussa les sourcils. Il ne dit rien. Inutile. Sa méfiance transparaissait dans la façon dont il ajusta ses lunettes et posa les mains sur la table. Le geste d'un avocat en désaccord, mais suffisamment respectueux de la hiérarchie pour réserver son objection à une conversation privée. Lucas laissa échapper un léger sifflement, accompagné d'un demi-sourire qui pouvait être aussi bien de l'admiration que de la provocation. Tav, adossé au mur du fond, les bras croisés, regardait Alex avec un respect silencieux qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Il ne dit pas un mot, mais sa présence, immobile et inébranlable, était le soutien le plus clair qu'on puisse lui apporter. Je n'étais pas à la réunion. J'étais dans mon bureau à l'étage, à faire ce que je savais faire de mieux, truquer les chiffres. Les livres que Renan avait saccagés formaient un labyrinthe de chiffres falsifiés, de transferts fantômes et d'enregistrements manipulés que je démantelais ligne par ligne avec la patience méthodique de quelqu'un qui désamorce une bombe à l'aide d'un tableur. J'ai entendu ses pas avant de le voir. Ce rythme, je le connaissais déjà par cœur. Ferme, espacé, sans hâte. Alex s'est arrêté à la porte et est resté là, appuyé contre l'encadrement que je considérais déjà comme son territoire. Il n'a rien dit pendant un instant, me regardant simplement taper, les manches retroussées jusqu'au coude et les cheveux qui glissaient de leur épingle. Je n'ai pas, il s'éclaircit la gorge, levé les yeux, non pas que je ne le voulais pas, mais parce que j'en avais trop envie. Et c'est ce qui m'irritait. La réunion est terminée, a-t-il dit. Et le verdict. Tu restes. Accès total. Quelle générosité de votre part, de me permettre de continuer à faire le travail que je faisais déjà. Le coin de ses lèvres a bougé, mais le sourire n'a pas fusé. Il entra dans la pièce, ferma la porte et s'appuya contre le bord du bureau, face à moi. Sa proximité était délibérée. Alex ne faisait jamais rien par hasard, et l'atmosphère entre nous devint aussitôt pesante. « Tu es en colère », dit-il, non pas pour me poser une question. « Je ne suis pas en colère contre toi », répondis-je. Et c'était vrai. Je lâchai le clavier et le regardai enfin. J'étais en colère contre tout. Contre la situation, contre la peur que j'avais ressentie. Contre le fait que ma vie ait basculé en 2 semaines sans que j'aie eu le temps de digérer quoi que ce soit. Contre le fait d'être assise, là à réparer les dégâts des autres en faisant semblant que tout allait bien. Alex écouta. Il ne m'interrompit pas, ne minimisa pas mes propos, ne proposa aucune solution. Il attendit simplement, avec une patience que je ne lui connaissais pas. Comme si, pour la première fois, l'homme qui contrôlait tout avait décidé de ne plus rien contrôler. « Je ne suis pas un pion sur ton échiquier, Alex, dis-je, et ces mots sortirent chargés de tout ce que je n'avais pas dit ces derniers jours. « Je sais, répondit-il d'une voix basse, sans ironie, sans provocation, sans aucune de ces carapaces qui le protégeaient du monde. Tu es la seule personne que je veux à ce conseil, et ce, de son plein gré. » Un silence pesant s'installa. Ce n'était ni de la séduction, ni du charme. C'était la chose la plus dépouillée que je lui ai jamais entendu dire. Un aveu sans filet, sans demi-sourire, sans cette armure qu'il portait si bien que j'en oubliais parfois qu'il s'agissait d'une armure. « Tu as réveillé quelque chose que je croyais mort, » poursuivit-il. Et ses yeux ne me quittaient pas. Je t'ai observé pendant des mois, sans perdre le contrôle. Non pas par méfiance, mais parce que tu étais la seule personne là-dedans à ne jamais m'avoir menti par peur. Tu m'as contredit en face, tu as laissé du café sur mon bureau sans que je te le demande, tu as dit des vérités que personne d'autre n'avait le courage de dire, et à chaque fois, une partie de moi que j'avais décidé d'enfouir remontait à la surface. J.I. senti ma gorge se serrer. Non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus profond,
quelque chose que je ne savais pas nommer. Quelque chose qui oscillait entre le soulagement et la terreur de réaliser que quelqu'un te voyait vraiment. Pas la version que tu montres au bureau. Pas celle qui fonctionne, qui produit et qui fait semblant que tout va bien. La vraie version, celle qui a peur, qui est fatiguée, qui ne sait pas si elle fait le bon choix. Mes défenses sont tombées. Pas d'un coup, pas comme un mur qui s'écroule, plutôt comme une porte qui s'ouvre lentement en grinçant. Après des années d'enfermement, je me suis levé. La chaise a basculé en arrière et a heurté le mur, mais aucun de nous deux ne s'est regardé. La distance entre nous était d'un pas. Un seul pas que j'avais passé des semaines à éviter, et qui, à cet instant précis, me semblait la chose la plus inévitable au monde. C'est moi qui l'ai embrassé. Sa surprise n'a duré qu'une seconde. Ses mains ont trouvé ma taille et m'ont attiré contre lui avec une urgence qui me laissait deviner que la retenue des dernières semaines avait coûté plus cher qu'il ne l'avouerait jamais. Sa bouche a répondu à la mienne avec la faim accumulée de chaque regard échangé dans le couloir, de chaque texto taquin, de chaque caresse presque consentie et interrompue. J'ai agrippé sa chemise comme si c'était le seul point d'ancrage dans un monde qui ne cessait de se dérober sous mes pieds. Il m'a soulevé sans effort, m'a déposé sur le bord du bureau et s'est positionné entre mes jambes avec l'aisance de quelqu'un qui s'approprie une place qui lui appartient déjà. Les rapports que j'étais en train de consulter se sont éparpillés sur le sol, et aucun de nous deux n'y a prêté attention, car les chiffres n'étaient plus le plus important dans cette pièce. Sa bouche a glissé le long de mon cou, et j'ai senti ses dents effleurer ma peau juste sous l'oreille. Pas une morsure, juste la promesse d'une. Son souffle chaud et irrégulier contre ma gorge, ses mains parcouraient mon dos avec une fermeté mêlée de douceur qui me procurait un sentiment de sécurité et de soumission totale. « Alex » murmurai-je, et son nom sortit comme une reddition involontaire. « Je suis là » dit-il contre ma peau, sa voix vibrant contre ma nuque comme une décharge électrique. Ses mains trouvèrent le bas de mon chemisier et le remontèrent avec une lenteur calculée qui me fit cambrer le dos vers lui. Chaque centimètre de peau qu'il découvrait attira d'abord l'attention de ses doigts, puis celle de sa bouche, après mon épaule, ma clavicule, l'espace entre mes seins où mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il le sentait. Il me regarda, et il y avait dans son regard quelque chose qui me fit perdre pied, car ce n'était pas du désir, c'était de la révérence. Un regard dont un homme comme Alex Mancini n'aurait pas dû être capable. Et c'est précisément pour cela que je fus plus bouleversé que n'importe quel contact. Tu es sûr? Il demanda, front contre front, les yeux si près que je pouvais distinguer toutes les nuances de brun et d'ambre dans ses iris. « Je suis sûr que si tu t'arrêtes maintenant, je ne te le pardonnerai jamais, » répondis-je. « Il faillit rire. » Presque, dit-il, mais ses lèvres étaient déjà sur les miennes avant même que le rire n'éclate, et ce baiser fut la dernière tentative de contrôle qui nous restait. Il me déposa sur le bureau avec une fermeté telle que le reste des papiers tomba au sol. Le poids de son corps sur le mien était quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Solide, musique, chaud, présent, comme une encre qui m'empêchait de trop réfléchir et m'obligeait à simplement ressentir. Ses mains glissèrent le long de mon corps, ôtant chaque vêtement avec une efficacité qui me confirmait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Et chaque fois qu'une barrière de tissu disparaissait entre nous, l'air s'alourdissait et ma respiration se faisait plus courte. Lorsqu'il me toucha, sans plus rien entre sa peau et la mienne, je produisis un son que je ne reconnaissais pas. Un son musique grave et involontaire, né quelque part entre ma poitrine et ma gorge. Et cela le fit s'arrêter un instant, non pas pour se retirer, mais pour regarder, pour s'attarder, comme s'il mémorisait chacune de mes réactions pour les rejouer plus tard. Je tirai sur sa chemise, et il m'aida, enlevant le tissu par-dessus sa tête d'une main, tandis que l'autre restait collé à moi. Sa poitrine était exactement comme je l'avais imaginé les nuits où je faisais semblant de ne pas rêver. Large, musclée, avec une fine cicatrice qui traversait le côté gauche de ses côtes et que je suivis du doigt machinalement. Il maintint ma main sur la cicatrice et appuya doucement, comme pour me dire que c'était la sienne aussi et que maintenant, c'était la mienne. Il pénétra en moi lentement, si lentement que je sentis chaque millimètre, chaque centimètre de plénitude qui me fit agripper ses épaules et enfoncer mes doigts dans sa peau comme si j'avais besoin de quelque chose pour me retenir. La sensation était celle d'une plénitude, pas seulement physique, mais quelque chose de plus profond, de brut, comme si ce lien s'était construit au fil des semaines de tension, de regards sans réponse, de caresses interrompues, et qu'il existait enfin sans restriction. « Regarde-moi » dit-il, et sa voix, rauque comme celle d'un cheval, me fit obéir avant même que je puisse réfléchir. Je le regardai, et ce que je vis dans ses yeux, désir, peur, une vulnérabilité brutale dont il ignorait probablement l'existence, me fit comprendre que je n'étais pas la seule à me donner. Lui aussi. L'homme qui ne faisait confiance à personne, qui avait fermé toutes les portes, qui portait le poids d'une famille entière sur ses épaules, était là, en moi, les yeux grands ouverts et sans aucune carapace. Le rythme qu'il imposa était lent au début, profond,
ses hanches se mouvant contre les miennes en vagues contrôlées qui me coupaient le souffle à chaque fois. Mais lorsque j'enroulai mes jambes autour de sa taille et que je l'attirai plus profondément, le contrôle commença à se fissurer. Ses mains agrippèrent mes hanches plus fort, sa respiration s'accéléra, et les mouvements devinrent plus courts et plus intenses. Le bureau grinçait doucement à chaque coup, et ce bruit se mêlait à notre respiration haletante et au bruit des papiers qui continuaient de tomber au sol. La bande-son absurde et parfaite de deux personnes qui avaient choisi le lieu et le moment les plus improbables pour cesser de lutter contre l'inévitable. Non, dit-il mon nom comme si c'était le seul mot dont il se souvenait encore. Son front pressé contre le mien, la sueur ruisselant de sa tempe sur mon visage. Je sais, murmurai-je, parce que je l'avais fait. Je savais ce qu'il ressentait. Je savais ce que cela signifiait. Je savais qu'après ça, aucun de nous deux ne pourrait prétendre le contraire. La tension monta jusqu'à ce que toute réflexion devienne impossible. Son corps bougea avec une urgence qui m'emporta avec lui. Et quand la vague m'atteignit, je me suis abandonné contre lui dans un tremblement qui parcourut tout mon corps, me crispant autour de lui avec une force qui arracha de sa bouche un son guttural profond contre la mienne. Il suivit peu après, son corps se tendant et un dernier coup de rein profond avant qu'il ne s'effondre sur moi avec le poids de quelqu'un qui avait enfin lâché prise. Nous sommes restés là, sur le bureau, parmi les rapports éparpillés sur le sol et le silence d'un bureau vide. Sa respiration était lourde et chaude contre ma nuque et le poids de son corps sur le mien était quelque chose que j'aurais dû trouver inconfortable, mais c'était en vérité la chose la plus sûre que j'avais ressentie depuis longtemps. Sa main trouva la mienne, nos doigts s'entrelacèrent, et il serra avec une fermeté qui en disait plus que n'importe quel mot. Quand il se releva enfin, sa tête, ses yeux étaient différents, plus ouverts, plus clairs, comme si quelque chose, enfoui depuis des années, avait enfin cédé. « Tu n'es pas une erreur, Nona, » dit-il d'une voix à peine audible, sa bouche si près de la mienne que je sentais chaque syllabe. « Tu es le seul choix que j'ai jamais fait de mon propre chef. » Je posai ma main sur son visage. Je n'avais rien à ajouter. Le lendemain, Alex me l'annonça, debout dans l'encadrement de la porte de mon bureau, avec ce demi-sourire que je commençais à collectionner comme des pièces rares. Il avait réuni la famille, John Carlo, Tav, Lucas, et leur avait simplement dit que Nina Surel était sa femme. Il n'avait pas demandé d'avis. Il n'avait pas ouvert la discussion. Et d'après ce qu'il m'avait dit, la main qui tenait sa tasse de café l'avait serrée si fort que ses doigts étaient marqués. Le seul signe que les choses n'avaient pas été aussi simples qu'il l'avait laissé paraître. John Carlo haussa les sourcils. Luca siffla. Et Tav. Appuyé contre le mur, je murmurai de cette voix sèche que cela avait assez duré. Quelque chose en moi s'était mis en place, non pas comme une explosion, mais comme un doux déclic. Le son d'une pièce qui trouve enfin sa place. J'étais retourné à Dorchester le lendemain de la nuit à la Horte, contre l'avis d'Alex, car il pensait que je devais rester aux Pentouzes jusqu'à ce que les choses se calment. Mais j'avais besoin d'une journée seule, avec mes affaires, pour digérer tout ce qui s'était passé avant de prendre une décision réfléchie. J'ai réfléchi. Musique. J'ai décidé, la veille au soir, d'apporter quelques affaires à son Pentouze. Je me suis arrêté au milieu du salon et j'ai regardé le canapé où tout avait commencé. La photo, le mauvais message, le coup à la porte. J'ai fait une petite valise avec l'essentiel et je suis resté là un instant, avec l'étrange impression de dire adieu à une version de moi-même qui n'existait plus. Mon téléphone a sonné. « Saria, alors tu sors avec le chef de la mafia » a-t-elle dit. Musique, sans un mot, sans préambule. Est-ce que ça va finir par un toast ou par un programme de protection des témoins? J'ai ri, musique, pour de vrai, de tout mon corps, la tête renversée en arrière, dans ce genre de rire qui ne surgit que lorsque toute la tension accumulée trouve enfin une issue. Et pour la première fois depuis des semaines, ce que je ressentais n'était ni peur, ni confusion, ni adrénaline. C'était la paix. Une paix nouvelle et fragile que je tenais précieusement comme si elle était en verre, mais c'était la paix. J'ai raccroché avec Saria et je suis retourné à mes valises. C'est alors que j'ai vu le téléphone d'Alex. Il était passé plus tôt pour m'aider avec les sacs et l'avait laissé sur la table de la cuisine, à côté des clés que je devais rendre au propriétaire à la fin du mois. L'écran s'est allumé, une notification. Je ne devais pas regarder. Je le savais. Je le savais avec la même clarté que lorsque les chiffres des comptes ne correspondaient pas. Avec la même certitude que lorsque j'avais entendu Renan parler français dans le couloir. Je ne devais pas regarder, car regarder, c'était franchir une limite. Et j'en avais déjà franchi suffisamment ces derniers temps. Des semaines qui me paraissaient une éternité. Mais j'ai regardé. Un message d'un numéro inconnu. Pas de photo de profil, pas d'identification, pas d'historique de conversation, juste une ligne. Donna Cecilia atterrit à Boston mardi. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Je l'ai rallumé, relu. Le ton était bref, formel,
sans possibilité de réponse. Le genre de message qui n'était pas un avertissement. C'était une communication, un avis d'arrivée. Pas Donna Cecilia veut venir, ou Donna Cecilia aimerait venir. Atterri. Elle s'éclaircit la gorge, comme si la décision était déjà prise et qu'il ne restait plus qu'à préparer le terrain. Je ne savais pas qui était Donna Cecilia. Son nom n'apparaissait dans aucun tableur, aucun rapport, aucun document que j'avais consulté pendant mes mois de travail pour les Mancini. Mais quelque chose dans cette phrase, la formalité, le titre, le fait qu'Alex n'ait jamais mentionné cette personne, me disait que ce n'était pas une visite comme les autres. C'était quelqu'un d'assez important pour justifier un message anonyme et une arrivée aussi importante. Traité comme un événement, pas comme une simple politesse. J'ai reposé le téléphone sur la table, exactement à sa place, dans la même position. J'ai fini de ranger mes affaires en silence. J'ai refermé la porte de l'appartement derrière moi et suis descendu, le sac sur l'épaule et la valise à la main. Et quand je suis sorti et que l'air froid de Boston m'a fouetté le visage, ce qui s'était passé 5 minutes plus tôt ne me semblait plus si concret. Mardi était dans 4 jours et j'avais la certitude, avec la précision troublante de quelqu'un qui lit les chiffres pour gagner sa vie, que l'équation que je dressais dans ma tête n'allait pas tenir. Ici Désir criminel, c'est la fin du premier tome, et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. Je pensais que le plus dur avait été d'entrer dans son monde. Je trompais. Le plus dur a commencé quand son monde a décidé que je n'y avais pas ma place. Alex m'a choisi devant tout le monde. Mais la famille Mancini n'est pas du genre à accepter les choix faits en dehors des règles. Puis Donna Cecilia est arrivée à Boston. Sans prévenir, sans prévenir. Un sourire, sans la moindre intention de me faciliter la vie. Et avec elle est venue la seule question à laquelle je ne sais pas répondre. Que se passe-t-il quand l'homme le plus dangereux de Boston n'est pas assez fort pour tenir tête à sa propre mère? J'ai survécu à la mafia. Maintenant, je dois survivre à ma famille. Et cette fois, personne ne viendra me sauver. Comme vous pouvez le constater, ce n'était qu'un petit aperçu du tome 2. Pour voir la version intégrale non censurée, cliquez simplement sur le premier lien dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté dans quelques secondes. Petit rappel, cliquez sur ce premier lien dans les commentaires et le tome 2 complet, sans publicité et sans interruption, vous attendra. C'est aussi simple que ça. J'adore travailler sur le tome 2. Et puisque vous l'adorez aussi, je vous promets qu'il y en a d'autres. C'est ici que vous trouverez des histoires encore plus torrides. De la romance sombre et authentique. Et comme cette version est beaucoup plus épicée, la vidéo ne serait pas bien accueillie publiquement sur YouTube. C'est dans cet espace privé que je peux vraiment m'exprimer. Je souhaite vous montrer ma véritable essence et vous offrir un espace où je peux donner le meilleur de moi-même. Sachez que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de préserver la cohésion de mon équipe et de continuer à vous proposer des histoires de grande qualité. D'autres mises à jour arrivent bientôt. Je vous attends via le premier lien dans le commentaire épinglé. Malheureusement, de nombreuses personnes téléchargent nos fichiers audio, copiant ainsi l'histoire en entier et la republiant simplement sur YouTube. Si vous souhaitez voir l'histoire originale et être parmi les premiers à recevoir les suivantes, recherchez My Stories by Désir criminel sur YouTube pour accéder au meilleur du dark romance. N'oubliez pas, la chaîne officielle est My Stories by Désir criminel sur YouTube. Je vous y attends. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous et activez les notifications pour être toujours parmi les premiers à découvrir le prochain rebondissement. Plus de secrets, plus de rebondissements, plus d'histoires inoubliables à venir.